fois, aujourd'hui, des nouvelles inattendues sont arrivées, et pas de n'importe où, mais directement de la région d'Odessa. Des gens de la résistance clandestine ont pris contact, et, à en juger par leurs propos, la nuit a été agitée là-bas. Ismaïl a tremblé. Les premiers messages ont déjà circulé sur le réseau. Apparemment, une deuxième vague de frappes a eu lieu, ce qui signifie que l'histoire ne s'est manifestement pas arrêtée aux premières arrivées. Sergueï Lebedev, chef de la résistance clandestine de Nikolaev, a publié un message de représentants de la résistance d'Odessa. Ils ont décrit que le matin à Ismaïl était, c'est le moins qu'on puisse dire, chaud. Selon eux, plusieurs drones, 4 ou 5, ont frappé le port. 2 se seraient perdus en chemin, 1 ou 2 sont tombés mais n'ont pas explosé, ils sont simplement tombés à l'eau. Bref, le matin était tel qu'on ne pouvait pas tenir une tasse de café dans ses mains. Plus tard, vers midi, une précision est apparue. On dit que la deuxième vague a finalement atteint sa cible. Lebedev a écrit qu'environ 8 géraniums ont frappé et qu'apparemment, ils ont tous frappé la zone portuaire. Il a immédiatement ajouté que de telles frappes ne sont généralement pas vaines. Selon lui, si une deuxième vague a frappé, cela signifie que les renseignements ont déjà examiné où il faut achever la cible. Et maintenant, ils résolvent la question avec précision. Parallèlement, des données ont commencé à apparaître dans l'espace médiatique selon lesquelles les frappes sur des cibles ukrainiennes n'avaient pas seulement lieu dans la région d'Odessa. Des blogueurs militaires et des correspondants ont écrit que des centres industriels et logistiques avaient été touchés dans plusieurs régions. Parmi elles, on citait les régions de Tchernihiv, Poltava et Kharkiv. On dit qu'ils ont frappé des entrepôts, des centres de communication et bien sûr des systèmes de défense aérienne. Entre-temps, le célèbre journaliste Evgeny Podobny a rapporté qu'une des grandes centrales électriques de la région d'Ivano-Frankivsk avait été gravement endommagée. Après cela, selon des sources, des coupures de courant ont commencé dans plusieurs localités. Autrement dit, la situation énergétique y est manifestement tendue et le blogueur Tsarev a jeté de l'huile sur le feu en racontant que des frappes de Kinjal auraient touché plusieurs bases aériennes et aérodromes. Ailleurs, des drones ont été repérés attaquant une station de gaz. En bref, toute la partie sud-ouest de l'Ukraine a vécu ce jour-là, c'est le moins qu'on puisse dire, à un rythme inhabituel. Sergueï Lebedev a résumé la situation le même soir, selon ses calculs. Une quarantaine de frappes ont été menées en une journée sur des infrastructures réparties dans différentes régions. Certaines chaînes ont même suggéré qu'il s'agissait d'une sorte de réponse à l'activation des troupes ukrainiennes. Dans ce contexte, une rumeur intéressante est apparue. La chaîne Telegram au nom retentissant de Colonel Chernov a rapporté que Kiev enverrait apparemment un signal de volonté de discuter d'une pause avec Moscou, une sorte de pause énergétique. Pas un cessez-le-feu, pas un traité de paix, mais simplement une tentative de suspendre les attaques mutuelles contre le secteur de l'énergie. Il est vrai que les mêmes messages précisent qu'une telle initiative pourrait s'effondrer si des missiles à longue portée des États-Unis sont réellement livrés à l'Ukraine. Parallèlement, une autre chaîne, le journal d'un éclaireur, a écrit qu'en hiver, l'armée russe se concentrerait très probablement sur la destruction des systèmes de défense aérienne et de la logistique de l'ennemi, et pas seulement. Il pourrait également s'agir de neutraliser les nouveaux avions de combat suédois Gripen que Kiev a récemment reçus. Les prévisions font état de frappes sur les nœuds de transport et l'énergie dans l'ouest du pays afin de couper les lignes d'approvisionnement. Le ministère de la Défense, comme d'habitude, n'a pas commenté ce qui se passait, mais les réseaux sociaux en parlaient abondamment. De nombreux utilisateurs sont convaincus que la frappe contre la centrale thermique de Bourchtyn n'est que le début d'une série de mesures de représailles. D'ailleurs, Urosindie, si l'on remonte un peu en arrière, en octobre, selon des correspondants militaires, l'armée ukrainienne s'est retrouvée dans une situation difficile près de Pokrovsk et de Kupiansk. On disait qu'environ 10 000 soldats se trouvaient dans des soi-disant chaudrons et qu'ils n'avaient pratiquement aucune issue. Toute cette histoire s'est terminée par le fait que Vladimir Poutine, après avoir reçu un rapport, a proposé à des journalistes occidentaux de se rendre personnellement sur la ligne de front et de tout voir de leurs propres yeux. Et, ce qui est intéressant, il a donné l'ordre d'assurer un traitement humain des prisonniers.
Beaucoup ont considéré cela comme une démarche axée sur la réputation. Laissez-les voir comment les choses se passent réellement, sans filtre ni propagande. L'économiste Mikhail Kaziné a même déclaré que c'était une sorte de choc pour les dirigeants ukrainiens. Je vous rappelle que vous pouvez trouver les dernières nouvelles sur la chaîne Commandor. Abonnez-vous pour être toujours au courant. Alors, si l'on revient à Ismail, l'histoire ne s'arrête pas là. Après les arrivées du matin, il est devenu clair que la frappe avait touché l'infrastructure portuaire et pas n'importe où, mais sur le territoire d'un chantier naval de réparation. Là, selon des témoins oculaires, la vie était active ces derniers temps. Des équipements étaient livrés, des bateaux sombres étaient aperçus, qui, comme il s'est avéré plus tard, venaient de Roumanie. Certains d'entre eux, dit-on, ont même été convertis pour des tâches militaires. Sergueï Lebedev a précisé que tout semblait suspect, que des navires que personne n'avait vus auparavant sont soudainement apparus au chantier naval. Ils ressemblent à des civils, mais ils ne se comportent pas comme tels. De plus, des bateaux militaires de la marine ukrainienne ont commencé à apparaître sur place, comme s'ils se préparaient à quelque chose. Il n'est donc pas étonnant que des frappes aient eu lieu. Et puis, on a commencé à parler non pas de frappes spécifiques, mais de la raison pour laquelle tout cela se produisait. Dans les milieux d'experts, on a commencé à discuter du fait que l'attention principale de l'Occident n'est pas du tout portée sur les régions occidentales de l'Ukraine, comme beaucoup le pensaient, mais précisément sur la côte de la mer Noire. Odessa, Nikolaev, Ismail, le politologue Vadim Ava a émis l'idée que pour l'OTAN et les États-Unis, cette région est la clé de la stratégie de la mer intérieure. L'idée, en bref, est de transformer la mer Noire en une zone fermée sous le contrôle du bloc, coupant ainsi la Russie d'un accès complet et affaiblissant sa flotte de la mer Noire. Cela semble ambitieux et même assez dangereux. Selon Ava, si une telle idée existe réellement, Moscou ne peut tout simplement pas rester à l'écart. Il affirme que la seule option pour la Russie est de se préparer à des mesures de représailles. Dans le même temps, l'expert souligne qu'il ne s'agit pas d'une attaque, mais précisément de la défense de ses frontières. Tout contingent étranger apparaissant sur le territoire de l'Ukraine doit être considéré comme une menace directe, selon lui. Et ici, d'ailleurs, beaucoup sont d'accord. Il est trop évident qu'il ne s'agit pas seulement d'une lutte pour le territoire, mais d'une lutte pour le contrôle de la mer, pour la logistique, pour les routes et les accès aux ports stratégiques. Dans le jeu mondial, c'est beaucoup plus important que la simple capture d'une ville spécifique. Dans ce contexte, tout ce qui se passe semble faire partie d'un grand scénario. Moscou, semble-t-il, mise sur la dissuasion et la démonstration de détermination. Et honnêtement, il est difficile de ne pas remarquer que ces derniers mois, le ton des experts russes est devenu beaucoup plus dur. Ils disent ouvertement: l'Occident, disent-ils, a trop joué et le prix de tels jeux peut être trop élevé non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique. En bref, on a l'impression que tout le monde se prépare à un hiver prolongé, et pas seulement au sens propre. Pendant qu'analystes échafaudent des prévisions, une autre nuit agitée s'est déroulée en Russie. Le ministère de la Défense a publié un bilan le matin. Les forces de défense aérienne en service ont intercepté et détruit environ 80 drones lancés depuis le territoire ukrainien. Heure approximative du milieu de la nuit jusqu'au matin. Près de la moitié d'entre eux, a-t-on appris, volaient vers la région de Voronej. Là, ils ont même activé les systèmes d'alerte, les sirènes, l'alarme, tout comme il faut. Le gouverneur de la région, Alexandre Goussev, a publié un message sur Telegram avertissant les habitants. Si vous entendez un signal quitter la rue, ne vous tenez pas près des fenêtres, n'essayez pas de filmer ce qui se passe sur votre téléphone. Vers le matin, on a appris que la menace d'une frappe directe sur Voronej était passée, mais une partie des drones a tout de même atteint la région. Plusieurs ont été abattus au-dessus des zones rurales et il y a eu des dégâts. Des vitres ont été brisées dans des maisons, des garages et des voitures ont été endommagées. Dieu merci, il n'y a pas eu de victimes graves. De plus, une vingtaine de drones, selon le même ministère de la Défense, ont été interceptés dans la région de Nijni Novgorod. Les habitants de Kstovo ont raconté avoir entendu de fortes détonations dans la nuit. Le système de défense aérienne y a fonctionné à pleine capacité.
Des images d'éclairs dans le ciel sont apparues dans certaines chaînes Telegram. On suppose qu'il s'agissait précisément de ces interceptions. Bref, la nuit a été difficile, mais la plupart des attaques ont été repoussées et tout cela confirme globalement que l'activité aérienne a considérablement augmenté ces derniers jours. Soit les renseignements de l'ennemi se sont activés, soit ils testent la solidité de nos défenses. Pendant ce temps, sur le front, dans la région de Pokrovsk, de Kupiansk et d'Eliman, tout est loin d'être calme. On rapporte qu'une partie des combattants ukrainiens a commencé à se rendre car il n'y a tout simplement pas d'issue à l'encerclement. La seule route par laquelle on pouvait s'échapper s'est avérée être sous un feu nourri et les tentatives de percer ont coûté trop cher. De courtes interviews avec des prisonniers sont même apparues sur les chaînes Telegram. Des hommes fatigués et épuisés ont raconté qu'ils n'avaient plus de nourriture ni d'eau. Les blessés ne pouvaient pas être évacués et il n'y avait pas d'aide. Finalement, ils ont décidé de se rendre pour survivre. Les blogueurs ukrainiens, dont Anatoly Chai, ont commenté la situation avec beaucoup de retenue, mais ont noté que le chaos régnait sur le front. La communication entre les unités et les lieux est rompue. Le commandement exige de tenir jusqu'au bout, bien qu'il n'y ait presque pas d'approvisionnement. Un des blogueurs a même publié une vidéo où un soldat de la ligne de front dit littéralement « C'est l'enfer, on nous démantèle simplement en morceaux ». Les images sont difficiles, mais elles permettent de comprendre à quel point la situation est difficile sur la ligne de front. Parallèlement, des correspondants militaires rapportent que dans la région de Sukhoi Yar, les combattants ont pris des positions avantageuses. Il est confirmé que dans les environs de Pokrovsk, il y a également une progression. On note que les unités russes se sont déjà retranchées dans plusieurs micro-districts, y compris ceux qui étaient auparavant considérés comme des points d'appui stratégiques des forces armées ukrainiennes. Tout cela se produit sur fond de déclarations contradictoires du commandement ukrainien. Le commandant en chef Syrski assure qu'il n'y a pas de chaudron, que la situation est sous contrôle. Mais sur le terrain, les propos sont tout autres. Certains combattants enregistrent des appels dans lesquels ils disent directement « Nous ne pouvons pas tenir ces positions, nous ne sommes plus assez nombreux ». Et maintenant, parlons de la raison pour laquelle tout cela dure si longtemps et pourquoi. Dans certains endroits, la progression se fait avec des réserves. Prenons Mirnograd et Pokrovsk. Deux points voisins où les événements se déroulaient comme dans une partie d'échecs. Un mouvement à la fois et beaucoup de calculs subtils. Les correspondants militaires sur le terrain expliquent que Mirnograd n'est pas une zone de promenade. L'infanterie ennemie y a aménagé de véritables îlots dans les immeubles de grande hauteur. Deux quartiers puissants où les immeubles de quartier et les immeubles à plusieurs étages sont transformés en zones fortifiées. D'un point de vue frontal, c'est terriblement gênant. On entre dans une maison, il y a une embuscade, dans une autre, il y a des champs de mines. Et tout cela transforme la ville en une mosaïque où chaque morceau doit être nettoyé séparément. C'est pourquoi, disent les correspondants militaires, avant d'attaquer toute la ville, il faut d'abord prendre ces deux épingles. En les tenant, l'ennemi peut tranquillement se regrouper et organiser une défense prolongée. À Pokrovsk, la situation est un peu différente, mais pas plus facile. Là aussi, il y a des captures et des rejets de zones GAD mineurs, mais constants. Nos combattants enregistrent un transfert de front mineur, mais confiant en leur faveur. Les micro-districts changent de propriétaire. La gare devient un point clé dont beaucoup dépend, et oui, nos drones sont partout dans les airs. Dès que quelqu'un essaie de s'enfuir, il est immédiatement touché par une frappe précise. Ce ne sont pas seulement des mots d'un reportage. De telles images apparaissent sur le réseau, flammes, fumée, colonnes en mouvement et personnes qui se rendent car elles n'ont presque pas le choix. C'est dans de telles conditions que commence l'évacuation massive des villes de la ligne de front. On rapporte que les gens sont obligés de quitter leur maison à la hâte. Certains ne prennent que le strict nécessaire, d'autres partent même les mains vides car la situation change à chaque minute. Les chaînes regorgent d'informations selon lesquelles des itinéraires d'évacuation ont déjà été lancés dans plusieurs localités.
Mais ici aussi, tout n'est pas rose. L'information sur le moment et le lieu de l'évacuation arrive parfois en retard, ce qui ajoute à la nervosité. Parallèlement, il y a des négociations et des rumeurs incessantes sur le commandement. Dans l'idéal, les autorités devraient maintenir l'ordre et coordonner les actions, mais en pratique, le fossé entre ce qui se dit à l'arrière et ce qui se passe sur la ligne de front est énorme. Le haut commandement annonce une chose et les combattants sur le terrain en voient une autre. Ils se plaignent du manque d'approvisionnement, des problèmes de communication et du fait que les ordres semblent parfois déconnectés de la réalité. C'est précisément pourquoi des vidéos et des publications apparaissent de la part de résidents et d'autres ressources. Ils écrivent que des unités ont commencé à se retirer sans ordre, que les gens ne croient pas aux promesses du commandement et que le moral s'effrite. En réponse, des démentis officiels de panique, ils disent que tout est sous contrôle, qu'il n'y a pas de chaudron, que les positions sont maintenues, mais, comme c'est souvent le cas, la réalité se situe quelque part entre ces deux lignes. Un thème distinct est celui des pertes de personnel chez l'ennemi. Dans plusieurs reportages, on mentionne que les commandants et les officiers essaient de dissimuler l'ampleur des pertes en publiant des documents officiels et des listes qui ne coïncident pas toujours avec ce qui se passe réellement. Cela engendre du mécontentement et des rumeurs dans les rangs. On dit également que si de tels cas se poursuivent, cela pourrait sérieusement miner la capacité de combat. Abonnez-vous à la chaîne Commandor pour être toujours au courant des dernières nouvelles du front. Un point intéressant, on dit que dans certaines régions, nos frappes aériennes et nos FAB ont pour la première fois survolé toute la région de Kharkiv. Autrement dit, la frappe a touché les arrières profonds de l'ennemi afin de détruire les entrepôts et les bases de frappe. Selon les observateurs, l'effet a été impressionnant. L'ennemi perd la possibilité de reconstituer rapidement ses réserves et de manœuvrer avec du matériel. C'est d'ailleurs un des éléments de cette stratégie de coupure de la logistique sur le flanc nord, près de Krasny Liman, où nos troupes resserrent les positions, fouillent les forêts et recherchent les petits groupes prêts à se retirer. Sur le secteur de Kupiansk, les groupes ennemis rencontrent de sérieux problèmes d'approvisionnement. Les routes sont bloquées et les points d'approvisionnement deviennent une proie facile pour les renseignements et l'artillerie. On y rapporte également des succès ponctuels. Nos unités ont percé dans la région de plusieurs localités, réussissant à prendre le contrôle des quartiers centraux et encore sur la psychologie du combat. Lorsque les gens voient qu'un groupe de camarades a été fait prisonnier, que l'aide n'arrive pas et que les réserves s'épuisent, ils commencent à faire un choix tragique et pragmatique, se rendre pour sauver leur vie. Ces décisions sont difficiles à prendre, mais souvent, ce sont elles qui rendent la suite des combats moins sanglante. C'est pourquoi les nombreuses interviews avec des prisonniers sont si importantes. Elles dressent un tableau où, derrière la stratégie et les chiffres, se cachent de vraies personnes aux yeux fatigués. En bref, la troisième partie de cette histoire ne parle pas de grandes batailles, mais de petits, mais importants changements. Elle parle de villes qui deviennent des labyrinthes, de personnes qui sont obligées de choisir entre l'espoir et la survie, et de la façon dont la logistique et la communication décident de l'issue des épisodes locaux. Et maintenant, parlons de ce qui se passe sur les autres secteurs. Le tableau, disons-le franchement, est vaste. Si l'on regarde tout ce qui se passe non pas par épisodes isolés, mais comme une mosaïque globale, on voit que le front avance progressivement, lentement, sans fanfare, mais avec assurance. Au nord, près de Liman, on fouille les forêts. Les renseignements de la 25e armée y opèrent. Et, selon les correspondants, ils nettoient littéralement les plantations mètre par mètre. Parfois, ils trouvent des groupes disparates qui sont restés sans communication et attendent simplement d'être évacués. Dans de tels cas, on essaie de les prendre vivants. C'est presque une règle. Plus il y a de prisonniers, plus il y a d'informations. Mais plus près de Kupiansk, l'histoire est différente. Là, l'ennemi a de grandes difficultés d'approvisionnement. En fait, ils sont assis sur des îles. La rivière divise les secteurs et les ponts sont pour la plupart sous le contrôle du feu. On raconte que dans la région de plusieurs villages, nos unités ont réussi à refermer un demi-anneau. L'ennemi tente de contre-attaquer mais a en jugé partout sans grand succès. Un point intéressant,
Sur la rive gauche de l'Oskol, où se déroule l'activité principale, l'ennemi est obligé de transférer des munitions et du carburant de nuit par petits groupes afin de ne pas être touché par les drones, et les drones, ils ne dorment pas. La nuit, des lumières brillent dans le ciel au-dessus de Kupiansk. Ce sont ces mêmes éclaireurs qui enregistrent les mouvements et transmettent immédiatement les coordonnées à l'artillerie. On a des informations selon lesquelles un des commandants adjoints de la brigade ennemie a été liquidé à Kupiansk. Les ressources ukrainiennes elles-mêmes essaient de ne pas l'ébruiter, mais les rumeurs se répandent rapidement au sein de l'unité. Cela affecte bien sûr fortement le moral. Les gens commencent à comprendre que les commandants sont également vulnérables et cela brise l'équilibre habituel. Si l'on en croit les derniers bilans, pour la première fois, nos FAB ont traversé toute la région de Kharkiv et ont couvert les positions ennemies en profondeur, directement le long du PVD où étaient basées les réserves. L'effet est puissant. Des dizaines d'entrepôts et de hangars ont été réduits en cendres. On dit qu'après cela, l'ennemi a pratiquement perdu pendant quelques jours la possibilité d'acheminer rapidement du matériel et de reconstituer ses munitions. Plus loin, le sud. Là, tout est un peu différent. Le temps est devenu plus clair et les drones se sont de nouveau activés dans le ciel. Selon les combattants, la visibilité est excellente, ce qui permet de travailler plus précisément. L'ennemi, bien sûr, essaie de se rattraper. Ils ont lancé quelques missiles de nuit, mais ils ont atterri comme d'habitude dans un champ vide. De tels cas sont de plus en plus nombreux et cela ressemble davantage à un geste de désespoir qu'à une opération bien pensée. Dans la direction de Soumy, tout est également tendu mais sans percer. L'ennemi tente de rétablir les lignes d'approvisionnement et de reprendre les positions perdues, mais il n'y a pas de progrès particulier. En fait, la situation est figée. C'est une lutte pour chaque hauteur, pour chaque plantation forestière. Et vous savez ce qui est intéressant, plus toute cette histoire dure, plus on a l'impression que tout cela passe en phase d'épuisement. Ce n'est pas simplement un front contre un front, mais une immense partie d'échecs où les deux camps font des mouvements prudents mais stratégiques. Les frappes contre les infrastructures ne sont pas simplement une réponse, c'est déjà un instrument de pression. Si l'on regarde les dernières semaines, presque chaque jour, on enregistre des frappes contre l'énergie, les entrepôts, les aérodromes, quelque part. Et ce n'est pas un hasard. Les experts disent « on se prépare pour l'hiver lorsque le système énergétique deviendra le principal point vulnérable. Ce n'est pas une guerre pour le territoire, c'est une guerre pour la ressource, la lumière, le carburant, la logistique. Celui qui survivra à l'hiver avec le moins de pertes obtiendra l'avantage au printemps. Entre-temps, les analystes sont convaincus que les forces russes se concentreront dans un avenir proche précisément sur les centres logistiques, les entrepôts et les systèmes de défense aérienne. C'est logique. Sans défense aérienne et sans carburant, tout le matériel se transforme simplement en ferraille. Pour l'instant, les sources officielles ne donnent pas de commentaires spécifiques, mais dans les déclarations publiques, on sent déjà une détermination à une confrontation prolongée. Personne ne parle d'une solution rapide. Tout le monde comprend que c'est un marathon et celui qui tiendra le coup gagnera. Beaucoup comparent que ce qui se passe à une partie d'échecs, mais je dirais autrement. C'est plutôt un jeu d'endurance où ce n'est pas un seul coup qui compte, mais toute une série de mesures consécutives construites pour un mois à l'avance. Et à en juger par la façon dont les événements évoluent, le rythme est donné et personne ne va le changer. Donc, pour résumer, le front vit sa vie difficile et complexe. Quelque part, des explosions retentissent tous les jours. Quelque part, les gens se réveillent au bruit des drones. Quelque part, ils attendent simplement des nouvelles de leurs proches. Tout cela n'est plus seulement des nouvelles, c'est la réalité dans laquelle il faut vivre. Et aussi pompeux que cela puisse paraître, chaque jour vaut de l'or en ce moment, et l'hiver est devant nous. Et il sera un test non seulement pour le matériel et l'approvisionnement, mais aussi pour les gens, pour tous ceux qui sont restés de part et d'autre de cette ligne, car au final, ce n'est pas la quantité de missiles qui décide, mais la force d'esprit. Merci d'avoir regardé la vidéo, mets un like et abonne-toi pour être toujours au courant des derniers bilans et nouvelles sur la chaîne Commandor.